Samedi 21, fameuse créance des Saint-Domingue. Interpréteur revue, projet administratif, Gaudin Molien de Fermont-Lacué, ministre du Trésor, ministre secrétaire d'État, leur importance. L'admiral Malcolm m'a fait une petite visite. Il venait prendre congé de nous tous. Il allait partir le lendemain pour le Cap et comptait faire une absence de 2 mois. Nous le regrettons, ses formes toujours polies, une espèce de sympathie tacite entre nous, les maîtres sans cesse dans notre esprit, une opposition avec Sir Hudson Lowe qui lui ressemble si peu. L'admiral avait été reçu de l'empereur, qui a aussi un penchant pour lui. Ils avaient fait ensemble quelques tours de jardin et l'admiral me disait avoir acquis des choses bien précieuses sur les Scots et les Nivernais. Établissement maritime en Hollande qui lui est tout à fait étranger et dont Napoléon était le créateur. Après le dîner, la conversation s'est trouvée sur ce que l'empereur appelait la fameuse créance des Saint-Domingue. Elle a mené les détails curieux que voici. Le donateur de Saint-Domingue, disait l'empereur, s'avisa de tirer tout à coup du cap et sans autorité la somme de 60 millions de lettres d'échange sur le trésor de Paris. Ces lettres d'échange étaient en tout payables, la même jour. La France n'était pas assez riche pour un pareil acte. Elle n'avait jamais été peut-être. D'ailleurs, où et comment l'administration de Saint-Domingue pouvait-elle avoir conquis un tel crédit? Le premier consul ne le possédait pas à Paris, c'est tout ce que pu obtenir M. Necker au fort de sa popularité. Quoi qu'il en soit, quand ces lettres paruront à Paris, précédant les lettres d'avis même, on accourut du trésor chez le premier consul pour savoir ce qu'il y aurait à faire. Attendre ces lettres d'avis, répondit-il, et connaître la négociation. Le trésor est un propriétaire. Il a leur droit et doit avoir leur marche. Ces lettres ne sont point acceptées, elles ne sont point valables. Les renseignements, les pièces comptables arriveront. Ces lettres d'échange mentionnées, valeur reçue comptant, ne porteront dans les reçus des caissiers qui avaient perçu la valeur qu'un dixième, cinquième, un tiers du montant. Dès lors, on ne voulut au trésor reconnaître et rembourser que la somme réellement versée, les lettres d'échange dont leur teneur furent arguées des faux. Ce fut alors un bruit terrible dans tout le commerce. On s'agita beaucoup, on fit même une députation auprès du premier consul qui, lui, de l'habiter d'apporter des francs demanda si on le prenait pour un enfant, si l'on croyait qu'il jouait ainsi du plus pur sang du peuple. Qui fut un administrateur aussi des intérêts publics, ce qui refusait de laisser prendre, observait-il, ne tenait nullement à sa personne, n'attaquait point sa liste civile, mais c'était l'argent du public dont il était le gardien, et lui était autant plus sacré. Puis interrompant les deux chefs de la députation, vous qui êtes négociant, monsieur banquier, faiseur d'affaires, répondez catégoriquement sur de vos agents au loin tirés sur vous des sommes énormes contre votre étante et vos intérêts, accepteriez-vous, payeriez-vous ces lettres d'échange? Il leur fallut bien répondre que non. Eh bien, dit le premier consul, vous simple propriétaire, vous majeur, responsable de vos propres actions, vous voudriez avoir un droit que vous refuseriez à moi, propriétaire au nom de tout, à moi?
ont cette qualité toujours mineure et sujet à révision. Je jouerai de vos droits au nom et peu les biens des tout. Pour lettres d'échange de seront pays que sur le versement réel, je ne demande pas que le commerce prenne les lettres d'échange de mes agents. C'est un honneur, un crédit que je n'ambitionne point. C'est là que ce soit à ces risques et périls, je ne reconnais et ne tiens plus sacré que l'acceptation de mon ministre du Trésor. On se recria de nouveau, on lit beaucoup de paroles inutiles. On serait obligé de faire banqueroute, disait-on. On avait reçu ces lettres, peu agents comptant. Des agents éloignés, on avait fait la faute par respect et par confiance dans le gouvernement. Eh bien, répondait le premier consul, faites banqueroute, mais ils ne le feront point, observait l'empereur. Ils n'avions point reçu ces lettres peu agents comptant, et leurs agents n'avions point commis de faute. Ils sortiront tout convaincus dans l'une des raisons du premier consul, mais nous ferons pas moins remplir Paris de leur charbonnerie et de leurs mensonges et d'annuleront toute l'affaire. C'est exemple de ces détails, disait l'empereur, désignant la chef d'un grand nombre d'autres affaires célèbres dont on a beaucoup parlé à Paris sous l'administration impériale.